Répondre. Ça dépend où on est placé, vous savez bien ça. C'est toujours pas... ça. Il faut détendre l'atmosphère, un peu d'humour. Pour répondre à madame, pour vous dire, nous pensons qu'un service public, c'est un service qui est en adéquation avec la demande des citoyens. Nous sommes tous ici pour défendre un service public de qualité. Et nous nous battrons tout le temps. Je pense que c'est notre engagement commun autour de cette table et nos formations politiques différentes pour garder un service public municipal de qualité. Et pour cela, il faut peut-être parfois réfléchir aux demandes des citoyens. Et quand je parlais de nouveaux services aux citoyens, avec des guichets 2.0 par exemple, c'est simplement parce qu'on entend la demande des citoyens. Et je pense qu'on gagne tous à défendre un service public moderne, innovant, imaginatif pour demain et pour la mandature à venir de la municipalité. C'est à ce prix-là qu'on trouvera les moyens. Bien sûr qu'il faut... oui, on trouvera les moyens, bien sûr. S'il y a une volonté, s'il y a un chemin, vous connaissez la suite. On trouvera les moyens parce que c'est la demande des citoyens. On doit répondre. C'est notre mission, répondre aux demandes des citoyens. Sinon, voilà. Non, mais avec des contrats aidés, avec les emplois d'avenir, avec un certain nombre de choses. Non, mais on va trouver les réponses. Et puis, il peut y avoir du redéploiement, il peut y avoir de la redistribution. Il y a des services aujourd'hui qui sont peut-être plus en adéquation avec la demande des citoyens. Voilà, c'est uniquement le sens de ce que je veux dire. Ce n'est pas dans mon idée des emplois pas pérennes. Au contraire, il faut pérenniser les emplois. Voilà. Je voudrais répondre au monsieur qui est intervenu en premier sur la démunicipalisation. C'est pas très heureux, mais nous sommes favorables au vert à une remunicipalisation. Vous avez vu ma réaction et je l'avais dit dans mon propos liminaire. Autant je suis fière du travail qui a été fait dans un premier temps par une adjointe verte sur la municipalisation, sur l'eau. Autant effectivement sur les déchets, je suis pas sûre que, je suis même certaine qu'on n'a pas choisi, qu'on n'a pas pris les bonnes options. Il y a quelque chose que j'ai dit aussi dans mon propos liminaire, mais que je voudrais réaffirmer. Lorsque je parlais de qualité de service public, j'ai beaucoup insisté parce que ça me paraît évident sur l'accompagnement des agents. Je crois qu'effectivement, on ne peut pas proposer des services à une personne qui vient vous voir lorsque vous êtes sur votre lieu de travail si soi-même on est en difficulté de quelque nature qu'elle soit. Vous avez mentionné celle du logement, mais c'est un point extrêmement important comme difficulté, ça ne fait aucun doute, mais il y a tout le reste. Il y a trouver une place en crèche, il y a partir en vacances, il y a accéder à la santé, etc. Je crois qu'un agent n'est ni plus ni moins touché par l'environnement parisien et par les défauts de l'environnement parisien que n'importe quel autre usager. C'est pour ça que je parlais vraiment d'idées et de notions de collectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les agents d'un côté, les politiques d'un autre, des institutions ailleurs, éducation nationale, APHP, État, région, et les usagers. Non, c'est vraiment un tout sur lequel il faut réfléchir, travailler, et ça répondra aussi à la question qui a été évoquée de la démocratisation des services publics. C'était ce que j'avais à l'idée lorsque je parlais d'évaluation. Lorsque je parle d'évaluation, je voudrais qu'on l'entende non pas comme « alors, vous avez reçu combien de personnes aujourd'hui, vous avez vidé combien de poubelles » ou c'est pas ça l'évaluation. L'évaluation d'un service au public fait à la fois par les agents, à la fois par le public, à la fois par les élus, c'est bien de se poser la question de « est-ce que j'ai bien répondu ?» Est-ce que monsieur, madame, qui êtes venu à mon guichet, que j'ai rencontré dans le cadre, est-ce que je vous ai apporté l'aide dont vous avez besoin ? Et je crois que c'est surtout ça qu'il faut travailler en termes d'évaluation, c'est pas la quantité. Bon, certes, c'est important, ça permet de se donner des idées, etc. Mais c'est quelle qualité on veut. Quelle qualité on veut, je le redis, à la fois pour les agents, parce que ça répond aussi à quelles conditions de travail pour les agents, et à la fois, bien évidemment, pour les usagers reçus. Sur la santé à Paris et la discussion centre de santé versus maison de santé. Moi, j'en ai discuté avec beaucoup de médecins, dans le public ou dans le privé, et
la discussion n'est pas close, elle est loin d'être close, elle est éminemment technique, elle est, je le trouve, assez compliquée. En tout cas, je vous assure, madame, elle est aussi politique, vous avez raison. Je vous assure, madame, pour répondre en tout cas à une question, j'ai vérifié dans mon sac, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai sorti mon ordonnance, les centres de santé professionnels sont tout à fait ouverts au public. Je vais dans un centre de santé professionnelle... Ben oui, par ailleurs, effectivement, merci Alain Lostis. C'est une obligation légale. Donc de toute façon, ils sont ouverts et ils font partie de l'offre de soins à Paris. Ceci dit, il faut, et c'est le travail qui avait été fait dans une étude il y a quelque temps, il faut prendre langue avec eux et se dire qu'effectivement, c'est eux, plus eux, plus eux, plus eux qui font l'offre de soins et à nouveau avoir une réponse un peu globale et ne pas morceler les choses comme on a un peu tendance à le faire, je crois très sincèrement. A été évoquée la question de l'urbanisme agressif des années précédentes. C'est une vraie complexité. Et à nouveau, je crois que ça fait partie de la démocratie participative de s'attaquer, ou en tout cas de se pencher sur ces questions-là. Bon, je vais me faire huer. Allez, une fois, sinon... Vous voyez, par exemple, lorsque dans le 16e arrondissement, sur le site d'un ancien hôpital, nous avons résisté, les élus écolos, on va dire ça comme ça, ont résisté à la construction d'un bâtiment de logement social. Ouais, pour les infirmières. Allez, tant qu'à me faire huer, autant que ce soit à Donf. C'était un espace vert conséquent, ancien, intéressant d'un point de vue patrimonial et tout ce que vous voudrez. On a résisté, on a dit non. Et je ne le regrette toujours pas. En revanche, ce que ça montre, cette histoire, c'est d'abord qu'effectivement, il y a des différences entre nous. Effectivement, le jusqu'au-boutisme de l'urbanisme agressif, concentré, condensé, qui nous est parfois proposé, ne répond pas, selon moi, à comment on vit dans une ville, ni même à comment on vit ensemble dans une ville, en étant attentif à la diversité des réponses que nous devons proposer. Un jardin public, comme son nom l'indique, est un service public, est un service ouvert au public. Là, non mais j'avais prévenu que j'allais me faire huer, donc voilà. Mais je tenais à le dire parce que ça prouve aussi la difficulté qu'il y a à avoir une vue globale de cet urbanisme nécessaire pour la ville de Paris, cette réflexion nécessaire sur comment on construit une ville et pour qui on construit une ville. Et je crois aussi que la violence de ces actions qui ont été menées à un moment donné sur Paris, sur un certain nombre de quartiers populaires, ont obéré ces difficultés-là. Et je trouve ça extrêmement dommage parce que je crois qu'il est nécessaire d'avoir une vision globale de la ville, savoir comment on vit, ce qu'on y fait, ce qu'on y mange. Je n'ai pas parlé d'environnement, mais il me semble quand même que le droit à un environnement sain est une notion importante. On a beaucoup parlé de santé et le droit à un air pur, à un air respirable qui ne fasse pas tousser les enfants et qui ne provoque pas 12 000, enfin je ne sais plus le chiffre, bronchiolites par an chez les gamins qui se retrouvent ensuite aux urgences. Ça aussi, ça fait partie des services à rendre et à offrir à l'ensemble des publics. Yann. Oui, quelques mots en essayant d'être complet, même si le nombre d'interventions fait qu'il n'est pas toujours évident de répondre précisément à chacune des questions qui ont été posées ou à chacune des interpellations. 3 choses. D'abord, au fond, à travers l'ensemble des interventions qui ont eu lieu depuis tout à l'heure, moi je suis frappé par un élément, c'est que derrière, la question qui se pose, c'est bien celle de la conception de notre ville. Qu'est-ce que nous voulons faire de Paris? Est-ce que nous voulons que Paris soit une ville dans laquelle seule compte la loi du marché, seule compte la loi de l'offre et de la demande? Ou est-ce que nous considérons que Paris peut donner sa chance à un autre mode de développement qui soit fondé non pas sur la loi de l'offre et de la demande, mais sur la satisfaction des besoins? Et si on considère que Paris doit se construire à partir de cette conception-là, si nous considérons que la satisfaction des besoins doit être notre priorité dans les années qui viennent au cours de la prochaine mandature, alors on a besoin d'un développement sans précédent des services publics. Alors on a besoin d'aller
Alors on a besoin d'aller beaucoup plus loin que ce que nous avons fait jusqu'à présent, précisément parce que du fait de la crise, les besoins en service public sont de plus en plus importants. Et nous le constatons tous les jours comme élus, comme citoyens, comme habitants de Paris. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, moi, je ne sépare pas le qualitatif du quantitatif. Et je me méfie comme de la peste d'un discours qui consiste à opposer le qualitatif du quantitatif. Je vais vous donner un exemple, le métro, la RATP. On peut envisager l'extension des horaires du métro, pourquoi pas? Sauf que, quand on constate qu'au cours de l'année 2012, à la RATP, on a eu 500 postes en moins, quand on constate que les représentants de l'État au conseil d'administration de la RATP disent que ça n'est pas suffisant et qu'il faut supprimer davantage d'emplois, il va falloir qu'on m'explique comment est-ce qu'on peut étendre les horaires d'un côté et de l'autre supprimer des postes à la RATP. Ça n'est pas possible. Et donc, la question du qualitatif n'est pas séparable du quantitatif et du nombre de postes qu'on affecte pour réaliser le service public. Un autre exemple, l'Hôtel-Dieu. Moi, j'ai quand même encore en tête les paroles d'un adjoint à la santé, Jean-Marie Le Guen, qui a été cité tout à l'heure, qui nous a expliqué au nom du qualitatif, qu'il fallait fermer les urgences de l'Hôtel-Dieu parce qu'on allait créer un hôpital extrêmement innovant qu'il appelait l'hôpital debout. À ce compte-là, dans les hôpitaux, on n'accueillera plus que des gens sains. Moi, ce que je dis très clairement, et ce que nous disons au Front de gauche, c'est que si nous voulons du qualitatif, il faut aussi avoir les personnels qui permettent de réaliser ces missions. D'ailleurs, c'est extrêmement frappant. Quand on écoute ce que disent les personnels, ils ne parlent pas d'abord de leurs conditions de travail, ils ne parlent pas d'abord de revendications catégorielles, ils parlent de leur insatisfaction à réaliser correctement leur mission de service public. Et la troisième chose, et j'en finirai là, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on ne peut que s'opposer aux politiques d'austérité qui sont appliquées à l'échelle nationale. Parce que moi, je veux bien qu'on tourne les choses dans tous les sens. Mais lorsque le président de la République dit, lors de sa conférence de presse, que son objectif, c'est de baisser la dépense publique, qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est une politique d'austérité qui se définit précisément par le fait qu'on baisse la dépense publique? Et donc, à partir de là, il faut que nous soyons les uns et les autres capables de répondre à des questions très claires. Est-ce que pour la prochaine mandature, on maintient le dogme de la stabilité des effectifs ou pas? Moi, je pense, et avec le Front de gauche, nous en sommes convaincus, qu'on ne pourra pas étendre le service public à Paris si on n'a pas le courage d'embaucher des personnels et de rompre avec ce dogme qui fait déjà mal aujourd'hui. Deuxième question, quel rapport de force on arrive à nouer avec l'État pour obtenir satisfaction sur des enjeux financiers? Je prendrai un exemple, la baisse des dotations de l'État. En 2012, pour Paris, c'est moins 36 millions. En 2013, c'est moins 45 millions. À l'échelle nationale, l'État prévoit 1,5 milliard de baisse de dotation aux collectivités pour 2014 et 1,5 milliard pour 2015. Comment est-ce qu'on fait en sorte que nous nous mobilisions ensemble pour obtenir de l'État qu'il permette aux collectivités locales de réaliser et d'étendre le service public dans notre ville? Dernière question, la question de la remunicipalisation de la collecte des déchets. Je crois que là aussi, si nous considérons que la propreté est une mission essentielle, si nous considérons qu'on n'a pas vocation, comme ville de gauche, à enrichir de grands groupes qui aujourd'hui détiennent les marchés, à ce moment-là, il faut dire comment nous avons l'ambition de remunicipaliser la collecte dans les prochaines années. Voilà, moi je crois que en matière de service public, c'est un peu comme en amour, les déclarations c'est bien, les preuves c'est mieux, et donc il faut que nous soyons capables de répondre à ces différentes questions. Anne Hidalgo. Je vais reprendre quelques-uns des points qui ont été évoqués. D'abord, Paris est une ville qui se distingue dans sa gestion
de ses finances publiques par un investissement très fort dans la construction de logements et de services publics, puisque les 1,7 milliard dont je vous parlais tout à l'heure, ça sert essentiellement à financer du logement, à financer des crèches, à financer de nouvelles écoles, de nouveaux collèges. Donc cet investissement-là n'est pas déconnecté du service public. Je tiens à le rappeler, c'est un élément sur lequel nous nous distinguons parce que nous avons une conception dynamique de la gestion de l'argent public qui va et qui doit aller vers le service public qui protège. Deuxièmement, je crois quand même avoir dit, et c'est notre bilan commun, et je pense qu'on peut en être fier, que Paris s'est aussi distingué dans sa politique en matière d'emploi public par, là aussi, des recrutements dynamiques, 9000 emplois créés depuis 2001, et par effectivement une déprécarisation. Tout n'est pas parfait, je suis bien d'accord avec vous, et il faut aller plus loin. Tout à l'heure, monsieur des services de la propreté, vous avez évoqué la question de la politique sociale, c'est-à-dire de la situation sociale d'un certain nombre de personnels parmi les plus fragiles. C'est vrai qu'on a mis en place, par exemple, une mission pour s'occuper des questions de logement des agents de la ville qui sont en situation de grande précarité. Je pense qu'il faut aller plus loin. Et par exemple, je l'ai dit hier en recevant une organisation départementale, une organisation syndicale départementale, je pense que la question du logement des personnels de la ville peut être un élément de la politique sociale, de la négociation sociale à la ville, et pas simplement quelque chose qui se décide avec un pourcentage de logements attribués au personnel. On peut avoir des idées pour innover et améliorer, bien sûr, la situation des agents de la ville. J'y suis particulièrement ouverte. Je pense, et bon, ils ne sont pas dans cette salle fort heureusement, puisqu'ils ne nous rejoignent pas sur les valeurs qu'on est en train d'évoquer, même s'il y a des nuances. La droite a des solutions assez simples sur le quantitatif et le qualitatif. Elle fait un paquet des deux et elle estime qu'il faut supprimer massivement des emplois. Nous ne sommes bien évidemment pas dans ce type de logique. Je crois qu'il faut y répondre en recherchant l'efficacité. L'efficacité, c'est effectivement du quantitatif, parce qu'il faut des personnels pour assumer des missions publiques et un service public, mais c'est aussi de la qualité, c'est-à-dire être toujours dans l'idée qu'on peut faire évoluer nos organisations et aussi la nature des services que l'on propose. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais en 2001, on a créé, par exemple, des points d'accès au droit qui sont une forme aussi de service public permettant aux Parisiens de venir dans des lieux publics financés par la ville où des juristes, des associations aident les Parisiens dans leur démarche et pour les plus fragiles, ça a été, je crois, une aide particulièrement importante. C'est une évolution qualitative extrêmement importante qui n'est pas assurée par des agents de la ville, qui est plutôt assurée par un réseau associatif, missionné pour cela, évalué pour cela. Moi, je crois beaucoup aussi, et Véronique Dubarry l'a dit tout à l'heure, à cette dynamique qui peut se créer sur un certain nombre de services nouveaux avec des associations, et notamment les associations très importantes à Paris qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Pour moi, elles sont souvent aussi dans un prolongement du service public. Et bien sûr, il ne faut pas que ce travail-là soit un travail précarisé. Donc il faut financer ces missions à hauteur de ce qu'il est nécessaire pour avoir la qualité au rendez-vous. Je voudrais évoquer, alors sur la question de la remunicipalisation, moi, ce n'est pas aujourd'hui un engagement, mais je veux bien discuter, regarder ce que cela signifie, qu'est-ce qu'on y gagne, comme cela a été fait sur l'eau, cet engagement que nous avions pris ensemble, c'est quand même le maire de Paris qui l'a porté, Véronique, avec nous tous ici, dans le cadre notamment d'une
de l'accord de premier tour, hein, accord de premier tour, voilà. Voilà. Non, je dis ça juste en rigolant parce que voilà, voilà. Et donc, cet engagement que nous avons porté ensemble, nous l'avions travaillé, étudié, mesuré. Donc, c'est quelque chose qui doit se travailler, se mesurer, s'étudier et sur lequel aujourd'hui, moi, je ne suis pas en mesure, en tous les cas, de prendre un engagement de cette nature. Mais tout à l'heure, j'ai entendu aussi sur les contrats aidés. Je le redis, les 9000 emplois là, dont j'ai parlé tout à l'heure, ce n'est pas des contrats aidés. Enfin, on a recruté, il y a des concours, il y a des recrutements de fonctionnaires et il y a eu de la déprécarisation. Donc, je ne peux pas laisser dire qu'on aurait fait de la déprécarisation, de la précarisation et des contrats aidés, l'outil essentiel du recrutement des emplois à la ville. En revanche, il faut regarder cela. Moi, je suis pour qu'on accompagne, par exemple, des contrats d'avenir. Mais bien évidemment, les contrats d'avenir ne peuvent pas se substituer à l'emploi des fonctionnaires. Et bien évidemment, il faut qu'il y ait un encadrement et un tutorat pour que cela puisse être utile. Je voudrais revenir sur un point qui m'importe beaucoup, logement, urbanisme. Heureusement, madame, vous avez rappelé que c'était avant 2001. Hein, voilà, c'était il y a longtemps. Et d'ailleurs, une des premières décisions que j'ai prises en 2001, je présidais la CMEA 15 qui s'occupait notamment des amandiers. Une des premières décisions que j'ai prises, c'est d'arrêter complètement le programme qui était engagé et que vous avez décrit, hein, et c'était encore d'avant. Voilà. Mais je pense que sur ces questions-là, sur la question du logement, même si ce n'est pas le thème principal, mais il s'agit quand même aussi d'un service public. Vous avez dit tout à l'heure les 30%. Moi, je trouve l'idée évoquée par Yann et le Front de gauche de 30% d'ici 2030 une bonne idée. Voilà, c'est une idée sur laquelle je souhaite qu'on puisse travailler, avancer. 30% de logements sociaux à horizon de 2030 me paraît une bonne façon peut-être de travailler à l'échelle de Paris. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que par exemple, puisque vous avez évoqué une répartition qui est déséquilibrée. Moi, je me bats, hein, je peux vous dire, dans les arrondissements et vis-à-vis des maires de droite pour faire du logement social. Et c'est du logement de très, très grande qualité. Ensemble, Yann avait proposé un vœu au Conseil de Paris pour que, par exemple, à Clichy-Batignolles, on porte à 55% le pourcentage de logements sociaux. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait ensemble. Et je suis heureuse qu'aujourd'hui, la candidate de la droite soit allée sur le toit où il y a une très belle vue sur le toit de l'Ibis à Clichy-Batignolles, constater avec bonheur les aménagements magnifiques que nous avons réalisés ensemble dans ce quartier qui est un quartier à mixité importante, mais aussi à très haute qualité environnementale, puisqu'effectivement, c'est un quartier qui pour nous est exemplaire, dans lequel il y a une collecte pneumatique des déchets qui a été inventée, qui a été mise en place. Et donc, voilà, vous savez, il y a des choses comme ça qu'on fait, y compris dans des arrondissements de droite. Et je peux vous dire, la violence des réunions publiques qu'on a eues avec la droite locale du 17e, moi, je suis ravie aujourd'hui qu'ils viennent dire que c'est formidable ce qu'on a fait là-bas et que finalement, ça peut servir d'exemple, hein, comme quoi ils finissent quand même par reconnaître des évidences. Je voudrais peut-être conclure sur la question de l'association des citoyens à la gestion des services publics. Ça me paraît très important. Je pense que dans ce domaine-là, comme dans d'autres domaines, la participation citoyenne organisée est indispensable. Elle est indispensable parce que c'est par une présence, on l'a fait dans les crèches, hein, avec les conseils de crèche qu'on a installés, c'est important d'avoir des commissions, des lieux où les citoyens siègent et puissent s'approprier non seulement les services publics qui sont là, mais leur fonctionnement, pour qu'il puisse y avoir ce dialogue nécessaire pour qu'on soit toujours dans cette recherche de qualité. Enfin, je ne reviens pas sur la question de l'hôpital et des maisons de santé, vous l'avez dit. Je vais y revenir à chacune de mes interventions, donc voilà, pour vous faire le plus grand plaisir. Je le dis et je le redis.
sur l'Hôtel-Dieu. Non, parce qu'on s'est vu plein de fois. Voilà. Mais c'est bien, il faut le répéter. Je suis pour la répétition. C'est la meilleure des pédagogies. En ce qui concerne les urgences, et notamment les urgences de l'Hôtel-Dieu, c'est le point pour nous central. Bien évidemment, on ne peut pas accepter une diminution sur ce sujet des urgences comme sur d'autres sujets. Une diminution de l'offre de santé publique à Paris. C'est ça le critère qui fait que les élus que nous sommes, de gauche, parce que les autres, c'est pas tout à fait pareil, mais les élus de gauche que nous sommes sont attentifs et vont peser. On va peser, on a commencé à peser, sur notamment cette date du 4 novembre qui est un coup près qu'on ne peut pas accepter puisqu'on n'a aucune garantie aujourd'hui sur la qualité de ce qui va être mis en place. Et donc, je pense qu'au Conseil de Paris qui vient, il y aura des prises de position qui vont venir accompagner ce que vous dites, notamment sur la question des urgences, et qui vont dans le sens de ce qu'on a déjà dit les uns et les autres sur cette question de la santé publique. Voilà, je vous remercie. Bien, ce que je vous propose, c'est que nous ayons encore quelques questions.